Deux news, l'actualité politique ivoirienne est marquée par deux faits majeurs. D'une part, l'interpellation de Damana Adja Picas, cadre du PPACI à Benjerville, pour appel à l'insurrection, selon le procureur de la République. D'autre part, l'annonce du retrait progressif de Laurent Gbagbo, président du PPACI, de la scène politique ivoirienne après plusieurs décennies au cœur du débat national. Deux événements qui redéfinissent chacun à leur manière le rapport entre la justice, pouvoir, opposition et opposition en Côte d'Ivoire. Pour en parler ce soir, quatre consultants. À ma droite, bien sûr, Arsène Anouma, analyste politique, bonsoir. Bonsoir, M. Sidi. Eric Bayala, journaliste, analyste, bonsoir à vous. Bonsoir, Sidi. À gauche, Aaron Jacob Ekissi, juriste, analyste politique, bonsoir. Bonsoir, Sidi. Et puis, Eric Dou, analyste politique, bonsoir. Bonsoir, On commence par vous, Eric Dou. Que faut-il retenir du communiqué du procureur de la République qu'on a tous lu? Le communiqué, il est très clair et je pense que le procureur ne fait qu'appliquer la loi avec peut-être beaucoup de sévérité, mais vu aussi l'ampleur de ce qu'il y a à reprocher, je pense que c'est tout à fait normal. C'est sévère, mais ça reste la loi et donc je trouve ça tout à fait normal. Je pense même d'ailleurs, on s'y attendait tous, il y avait déjà des prémices, il y avait déjà certains communicants qui présentaient la chose dans leurs interprétations. Et donc, oui, que ça commence par lui, puisque le courrier précise bien qu'il y a d'autres personnes qui sont visées par cette vague d'arrestation. Donc, on attend de voir, mais concrètement, pour moi, je ne suis pas étonné. J'estime que c'est une liberté que chaque individu peut se donner de ne pas respecter la loi s'il estime qu'elle n'est pas légitime, parce qu'il y a la légalité, mais il y a aussi la légitimité. Tout le monde peut se mettre à décider d'être dans une insurrection, mais il faut assumer, parce que si effectivement l'insurrection avait fonctionné, M. Picas n'aurait pas été arrêté. Là, il va subir la rigueur de la loi. C'est tout à fait normal. Je pense que lui-même s'y attendait. En tout cas, tous ceux qui se sont mis en marge de la loi s'y attendaient. Donc pour moi, personnellement, il n'y a rien à dire. Simplement, peut-être, si je devrais faire un petit bémol, c'est de me dire que ce qui gêne peut-être parfois, c'est aussi la cécité du procureur, parce qu'il a tendance à regarder dans un seul sens, parce que pendant cette campagne, il y a des personnes, et non pas des moindres, qui ont eu des propos vraiment qui devraient tomber sous le coup de la loi. Bien. Jacob Ekissi, est-ce que les faits reprochés révèlent-ils vraiment d'un appel à l'insurrection? Je ne vais pas me prononcer directement sur la question. Pourquoi? Parce que je ne suis pas le procureur et autres. Et il y a... Ce qu'on peut dire, c'est que M. Damana Picas a appelé, donc dans un contexte électoral, il a demandé à ce que les partisans du PPACI et un certain nombre de personnes sortent pour réclamer une certaine justice. Il est du devoir du procureur donc de pouvoir entamer des poursuites. Et aujourd'hui, comme il a dit tout à l'heure, ce n'est pas étonnant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la justice a commencé et la justice va certainement achever. Il y aura des avocats pour se défendre. Et la célérité avec laquelle les choses vont, si cette célérité était appliquée un peu partout, je pense qu'à Nayo et autres, ça allait vraiment faire beaucoup de bien à certaines personnes. Bien. Arsène Anouma, réaction sur ce communiqué du procureur de la République? Bon, pour moi, ce communiqué-là tombe à juste titre, parce que la sortie de M. Damana Picas, avant qu'il disparaisse des radars et qu'il soit pris hier soir à Benjerville, était un véritable appel à l'insurrection nationale. Parce que lorsque on voit la définition d'un appel à l'insurrection nationale, de façon littérale, c'est un acte, un discours qui encourage la population d'un pays à se soulever contre l'autorité en place, souvent de manière violente. Et la teneur même du discours de la sortie médiatique de M. Damana Picas renfermait tout cela. Il appelait les populations à occuper les rues. Il a dit qu'il décidait de continuer le combat à bien que pourra. Il appelait le GPS, qui est un parti dissous, et d'autres partis, à se mettre ensemble, chacun dans une zone, afin d'organiser la résistance de façon locale. Et cet appel a eu des conséquences graves. Moi, chez moi, par exemple, à Agboville, nous nous souvenons que durant la période électorale à Agboville, il y a un sous-lieutenant de la gendarmerie qui a été tué. Et des éléments, jusqu'à l'heure, je pense, non identifiés, certains ont été pris, mais ceux-mêmes qui ont commis ces actes-là étaient cachés dans la brousse. Ils ont érigé des barrières sur la route
Ils ont fait descendre des gens qui étaient dans les véhicules, ils ont dépouillé certains. Lorsque la gendarmerie a été appelée pour libérer cette voie, les gendarmes ont été pris sous le coup de calibre 12. Et c'est dans ce contexte-là que le gendarme a été touché et il est décédé. Ça veut dire que son appel a eu des conséquences graves, très graves. Donc pour moi, le procureur est juste dans l'exercice de ses fonctions et il a fait ce qu'il a à faire. Aujourd'hui, M. Picasse est pris. Ses avocats ont fait une sortie tout à l'heure. Nous attendons que la justice se fasse, mais au vu de ce qu'il a fait, au vu des actes que nous avons tous vécus durant la période électorale, un peu juste avant et un peu juste après, je pense que son acte est assez grave, son appel est assez grave, et il faut que l'État de droit, l'État de Côte d'Ivoire se fasse respecter en faisant appliquer la loi. Et je ne doute pas que la loi sera appliquée et qu'il répondra de ses actes afin que cela puisse décourager d'autres personnes qui veulent aller dans ce sens. Parce que la Côte d'Ivoire, on ne va pas à chaque fois, lorsque les élections approchent, pour des intérêts personnels, appeler les Ivoiriens à commettre des actes attentatoires à la liberté des autres, à défier l'autorité de l'État, à commettre des actes graves jusqu'à engendrer des morts. Et là, cette fois, je pense que la récréation doit cesser. Et l'État, par l'entremise du procureur de la République qui représente le ministère public, va jouer son rôle et les sanctions tomberont. Bien, Éric Bayala, certains parlent d'un durcissement judiciaire vis-à-vis des acteurs politiques de l'opposition. Que répondez-vous à ces derniers-là? Je pense que pour analyser, il faut contextualiser le débat. Si tant est-il que nous sommes dans un état de droit qui est régi donc par un certain nombre de dispositions juridiques dont la norme supérieure reste la Constitution, si celle-ci ayant déjà décidé, parce que son prononcé est sans recours et les juges du Conseil constitutionnel ont le droit de réserve, parce que quand la présidente de la Cour constitutionnelle prêtait serment, elle a dit que selon donc, les phrases qu'elle prononce, elle a dit que son jugement doit rester secret, même après l'exercice de ses fonctions, elle ne doit pas se prononcer sur la teneur des délibérations. Mais une chose est certaine, quand le Conseil constitutionnel a fini de se prononcer, c'est la loi, ça s'applique à tout le monde. Et puis, vous le savez, il y a des acteurs majeurs de ce pays qui ont dit que c'est vrai, à quelque niveau que ce soit, la loi est dure, mais elle reste la loi. Et donc, quand on est justiciable et citoyen d'un pays et qu'il y a des règles qui régissent donc nos rapports en société, il y a des attitudes qu'il ne faut pas tenir. Parce que certaines personnes ont tendance à croire qu'il suffit de se revendiquer politicien et d'être, j'allais dire, absous du fait qu'on doit pouvoir se comporter comme si on était hors la loi. Le fait d'être politicien ne nous confère pas un droit de nous comporter comme hors la loi. Bien au contraire, quand on est politicien et qu'on aspire à la gestion de la chose publique, nous devrons, de par notre attitude, de par notre comportement, faire valoir un certain nombre de principes qui n'est rien d'autre que le respect de la loi et d'être un modèle en société. Quant au procureur de la République, je pense qu'il est coutumier des faits dans toutes les procédures qu'il engage. Toutes les fois qu'il y a une interpellation ou bien qu'il engage une action, il donne toujours un communiqué pour situer le contexte dans lequel ces procédures s'engagent. Et quand on voit le dernier message de M. Damana Picasse relativement à ces élections, avec le corollaire qui en découle, il est clair que le communiqué du procureur indique clairement que c'est une procédure qui a été engagée et que toutes les personnes qui se sont associées d'une manière ou d'une autre à cet appel à l'insurrection seront recherchées, interpellées et seront présentées devant le tribunal. Et je pense que M. Damana Picasse, regardez l'attitude de l'homme. D'abord, il avait été déjà condamné à combien d'années de prison, mais sans mandat de dépôt, avec un certain nombre de restrictions, parce qu'il ne fallait pas donner l'impression qu'en tant qu'acteur politique, on lui a enlevé la possibilité de mener ses activités. Mais il n'a pas eu la mesure qu'il fallait, il n'a pas eu la réserve nécessaire pour savoir qu'il était déjà dans les détentions de la justice. Il s'est laissé aller, l'euphorie a pris le pas sur la raison, il a tenu un discours d'une nature gravissime et aujourd'hui les conséquences sont partout, ça a été ressenti d'une manière ou d'une autre.
les enquêtes qui ont amené, sinon abouti à son arrestation, on a déjà le fait que ses droits en tant que justiciable lui ont été reconnus. Il a été entendu devant son conseil. Et aujourd'hui, le procureur a dit que la procédure continue. Toutes les personnes qui seront concernées par cette procédure seront interpellées. Et je pense que c'est une procédure qui est engagée et que nous attendons de voir la suite. Merci Eric Bayala. Jacob Ekissi, est-ce que vous partagez ce même avis avec Eric Bayala sur la question du durcissement des judiciaires vis-à-vis des acteurs politiques et de l'opposition ivoirienne? Déjà, quand on parle de justice, il ne s'agit pas seulement d'acteurs politiques. Il s'agit surtout de citoyens. Et je pense que le fait de pouvoir appliquer la loi à tous, c'est ça l'État. Ça aurait été un citoyen que je qualifierais de lambda, ça aurait été pareil. Et aujourd'hui, M. Damana Adja-Picas, c'est vrai, répondant donc au titre de politicien, a réagi, donc a appelé, comme le procureur le dit, à l'insurrection. Mais là, ce qu'il faut comprendre clairement, c'est qu'il faut aller au-delà de cette façon de gérer les choses. Pendant longtemps, les hommes politiques ont pensé, quand je dis les hommes politiques, vraiment je parle de tout le monde, ont pensé ou se sont donné le droit de faire certaines choses sans que justement la justice ne les inquiète. Je ne sais pas si c'est du copinage ou c'est quoi. Par exemple, on a aujourd'hui quelqu'un au pouvoir qui estime que, bon, il faut que je fasse doucement avec celui qui est là parce que si demain il est au pouvoir, il risque de me taper là-dessus. Donc aujourd'hui, ce sont des choses à revoir. Et moi, je veux surtout insister sur la question de la célérité. Je veux que toutes les affaires se règlent avec la même célérité pour que la justice ne soit pas au profit d'un camp. Bien. Alors, Éric Dohou, le gouvernement cherche à prévenir de nouveaux troubles, selon certains, ou à dissuader l'opposition, selon une partie de l'opposition également. Quelle lecture faites-vous de ces deux différentes positions sur la question? Oui, mais c'est très clair que justement le procureur, il semble travailler justement pour assurer la quiétude à un camp, puisque ceux qui sont en train de se plaindre aujourd'hui de la gouvernance, ce sont des gens qui ont aussi des griefs qu'on peut considérer. On verra après. Moi, je n'ai pas lu les verbatims de toutes les déclarations de M. Adja-Picas, mais je me dis, s'il a appelé par exemple à manifester, alors que les marches étaient interdites dans le pays, on peut bien évidemment lui opposer la loi par rapport à l'appel à manifester si la marche est interdite, mais de l'autre côté aussi, il ne faut pas complètement enlever du tableau le fait que dans ce pays, on empêchait des gens d'exprimer ce droit démocratique. Est-ce que ce dossier relance le débat de la liberté de manifestation? Oui et non. C'est pour ça que je suis assez prudent sur ce sujet, parce que demander à des gens d'aller manifester, tout à l'heure on en parlait, c'est différent d'appeler les gens à bloquer les rues. Donc je pense qu'il y a une nuance quelque part qu'il faut analyser. C'est ce qui permettra, heureusement, la justice est sur le coup. M. Adja-Picas et son conseil juridique pourront se défendre et montrer que les appels qu'ils ont ou pas faits, entrent ou pas sont graves ou moins graves, on verra à ce niveau-là. Moi, ce que je voudrais vraiment faire aujourd'hui, je voudrais lire rapidement quelque chose. C'est une déclaration d'un acteur politique pendant cette campagne qui disait le 23 octobre, « Je vous demande d'être vigilant, de bien surveiller vos différents quartiers, parce que vous savez, les chiens peuvent toujours passer. Mais nous devons être prêts à protéger la Côte d'Ivoire. » Après cette déclaration, avant cette déclaration, il n'y avait pas eu, malgré la tension très vive, il n'y avait pas eu d'affrontement communautaire en Côte d'Ivoire par rapport à l'élection. Et juste après cette déclaration, on a eu malheureusement les événements de Nayo. En plus, juste après cette déclaration, les communicants de cet homme politique se sont amusés justement à perpétuer, à répéter partout l'utilisation de l'appellation chien pour désigner les gens de l'opposition. Et je voudrais encore lire quelque chose, c'est important, donnez-moi juste le temps pour ça. À Issia, il y a une vidéo que j'ai vue où un jeune qui est de ce camp politique disait « C'est gâté à Issia, les Mogos sont venus nous provoquer, vous n'avez pas voté et vous voulez que nous, les petits Dioula, on ne vote pas aussi. »
vous avez menti, les Modia. Vous avez menti, les Modia comme ça, les chiens là. Donc, il répète le mot chien de ce homme politique. Alors là, on a Gbamou, leur village d'abord. Donc, on est dans la zone d'Issia, non loin de Saïwa et donc de Nayo. Nous, on s'en fout des corps habillés ici. C'est nous-mêmes, on fait pour nous. Il n'y a pas pitié dedans. Ça, c'est une vidéo qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Ensuite, il y a un autre activiste malheureusement très connu. Il se fait appeler Bob le mannequin, qui a dit dans une vidéo assez récente, après l'appel de l'opposition à manifester le 8 novembre, apparemment les chiens, donc il reprend encore le thème de cet homme politique, apparemment les chiens n'ont pas encore compris. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire, il y a eu un président qui a été élu, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, et on voit les chiens qui disent qu'ils vont sortir le 8. Excusez-moi, je n'ai pas enlevé les fautes, je dis exactement ce qu'il a dit. Le général vient pour vous prévenir, les chiens. Vous savez, son Excellence Alassane Dramane Ouattara a déjà dit à ses militants et à ses sympathisants de surveiller leur quartier. Donc il reprend les expressions de l'homme politique, que les chiens risquent de passer. Tous les chiens qui vont sortir sera maté le 8. Aucun pitié, aucun sentiment. Je demande à tous les guerriers d'aller au contact à outrance. Chaque chien qui va se mettre dans la rue, ses parents vont subir la conséquence. Pas de pitié, on est déjà prêt. Bon, j'aurais voulu aussi que le procureur s'intéresse justement à ça, parce que l'homme politique qui a prononcé ces mots, c'est le président de la République candidat à sa réélection. Et je trouve que ces propos sont suffisamment graves. Donc la cécité à la fois du procureur, mais aussi des analystes politiques qui, depuis le 23 octobre, n'ont jamais osé dire clairement que ces propos-là sont graves, en tout cas déjà dans la bouche d'un président de la République. Je trouve dommage qu'on se complaise aujourd'hui dans ce qui est mis en place aujourd'hui par rapport à M. Damana Pikas. Bien, Arsène Anoma, ça soulève une autre question. Comment concilier la sécurité publique et expression démocratique dans nos États, dans nos jeunes démocraties? Bon, moi je pense que tout ça, il y va de la responsabilité de nos hommes politiques et de la véracité dans ce que nous disons. Tout à l'heure, il y a le frère Dohou qui mettait en lumière les propos du chef de l'État, président de la République, lors de son discours de clôture. À la place de la République, j'étais présent. Ce que le président a dit, il n'a fait que reprendre quelque chose qui est courant dans le verbatim politique ivoirien. Qu'est-ce qui est courant? Si mes souvenirs sont bons, je pense que le président Félix Oubaya, son temps, avait même dit ça une fois, que les chiens à bois, la caravane passe. L'artiste Alpha Blondy l'avait repris dans une de ses chansons. Je n'ai pas parlé de caravane passe. J'ai dit, je répète. Je vous demande d'être vigilant. Les chiens peuvent toujours passer. Je ne vous ai pas interrompu. Surveillez vos quartiers. Je ne vous ai pas interrompu. C'est pas la caravane en disant passe. quelque chose, on peut le dénaturer, mais la teneur donc générale... les propos de M. Picard ont été dénaturés par ses militants aussi. C'est ça, c'est ça. C'était juste quelque chose de politique pour demander aux gens pour de surveiller le quartier. Non, pas pour surveiller, de créer des milices d'autodéfense. Je ne vous ai pas interrompu. Ah non, mais là c'est grave, donc je suis obligé de vous demander. Je ne vous ai pas interrompu, donc laissez-moi aller au bout. Allez-y. Pour dire que lui, dans son rôle de chef de l'État, quel que soit ce que les gens feront, il a l'obligation de sécuriser le pays, de permettre à tous les Ivoiriens de vivre en paix et de faire en sorte que ce processus électoral qui est entamé puisse arriver à son terme malgré les récriminations et tout ce que l'opposition fera. Maintenant, lorsque il est choqué du fait que c'est ce qui choque les chiens, certains en qualifiant certains. Je suis choqué de voir que les communicants vous pouvez me laisser parler. M. Dohou est contemporain de l'histoire politique en Côte d'Ivoire. Il ne va pas me dire qu'il n'a jamais entendu les turiféraires du PPAC de l'opposition traiter les militants du RHDP de moutons. Si, moi-même, il y a des gens qui ont eu à me traiter de mouton parce que j'avais une opinion qui ne leur plaisait pas. Simplement, même sur ma photo de profil de mon Facebook, parce que j'ai une photo qui ne leur plaisait pas, on mettait de moutons. Et c'est courant, c'est parce que j'allais faire des captures d'écran de plusieurs personnes qui me traitent de moutons. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est courant. Maintenant, si vous n'avez jamais réagi à cela, mais les militants du parti au pouvoir ne sont jamais offusqués, ils n'ont jamais pris pour cible quelqu'un parce qu'on les traitait de moutons. Et ce que le président a dit, il ne demandait pas à quelqu'un de faire... Non, ça n'avait rien à voir. Et en plus, le président n'appelait pas... On ne peut pas faire on va relire. Un corollaire entre ce que le président a dit et ce qui s'est passé à Nayo et à Goville. C'est la suite logique de l'appel de Damana Pikas et des autres de l'opposition.
comme actuellement, par exemple, Picheric Balé et autres, qui tiennent ces genres de propos insurrectionnels. Mais le président n'a pas dit quelque chose qui demandait aux Ivoiriens de s'en prendre à d'autres personnes. Jamais, c'est faire une mauvaise lecture de ce qu'il a dit. Ça n'a rien à voir. Bien. Ceux qui sont responsables de ça, c'est les leaders de l'opposition qui ont ouvertement appelé instrumentaliser la jeunesse, instrumentaliser les populations pour s'opposer à un processus électoral démocratique par des moyens violents. Bien, merci. Merci. Rien On va revenir à notre sujet. Alors, Éric Bayala, est-ce que vous estimez, est-ce que quand vous faites votre lecture, le rôle du procureur de la République dans sa communication publique est bien compris, bien cerné par les Ivoiriens? Mais je pense qu'avant qu'on ait ces flots d'attaques en fonction des différentes chapelles, le procureur de la République avait déjà fait un communiqué pour mettre en garde, pour dire que son parquet allait être plus regardant sur cette manière de pouvoir se donner la liberté en transgressant certaines lois de la République et qu'il allait être plus sévère. Parce que le procureur, il est dans un rôle de pédagogie, d'informer d'abord les populations parce qu'il ne faut pas confondre la liberté d'expression ou libertinage. Et le procureur, avant de sévir, a déjà pris donc des mesures à travers plusieurs communiqués, souvent même à travers des conférences de presse, pour donner la posture du ministère public vis-à-vis de la posture que les uns et les autres peuvent avoir sur les réseaux sociaux. Vous avez compris qu'aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence africaine, avec la pénétration de Internet dans les habitudes, c'est devenu le nouveau champ dans lequel, sinon sur lequel, les uns et les autres se livrent à des attaques, à des grossièretés de toute nature. Et donc, c'est un milieu qu'il va falloir assainir. Mais en même temps, ce n'est pas chacun de nous, en tant que citoyen, qui est investi de ce rôle dont la Constitution nous donne prégnance pour pouvoir agir. La société elle-même se retrouve et estime que pour pouvoir respecter les règles qui régissent nos rapports dans la société doit relever donc du procureur de la République. Le procureur de la République est donc dans son rôle et il ne s'agit pas de comprendre l'attitude du procureur, il s'agit de respecter la loi. Et on a dit que nul n'est censé ignorer la loi. Et donc le procureur, il n'a même pas peut-être besoin d'informer les uns et les autres sur les mesures qu'encourent ceux qui se méprennent du respect de la loi. Parce que tout citoyen d'un pays doit pouvoir connaître les lois du pays dans lequel il vit. Bien, mais il y a ces citoyens proches du pouvoir qui ne respectent pas la loi, qui tiennent des propos, on va dire, qui pourront mettre à mal la cohésion nationale, qui ne sont pourtant pas interpellés, arrêtés. Pour ce que je sais, on ne me dira pas ici que dans le camp du parti au pouvoir, aucun militant n'a déjà été arrêté parce qu'il a tenu des propos orduriers. Sur les élections présidentielles, c'est passé. Sur la présidentielle, il n'y a aucun cas. Bon, pour ce que je sais que par rapport à la période préélectorale, il y a un militant donc proche du RHDP qui avait tenu des propos suffisamment graves dans la localité de Daloa. Il a été interpellé, il a été jugé. Actuellement, il purge sa peine. Mais en même temps, quand vous avez en face de vous, c'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, il y a le contexte dans lequel les choses se tiennent. Voici qu'il y a un match de football. Il y a deux équipes qui sont appelées à compétir. Il y a une des équipes qui estime que le tournoi lui-même ne l'intéresse pas. Donc, l'équipe n'est même pas sur la... En fait, ils ne sont même pas classés, ils ne sont même pas sur la feuille de match. Donc, les deux équipes qui se mettent ensemble pour compétir sont dans la pleine compétition et celui qui n'est même pas concerné par le tournoi vient dire que l'arbitre fait combine. Mais en quoi est-ce que ça regarde? On me dit que non, parce qu'ils sont citoyens, donc ils ont le droit de se prononcer. Ça veut dire que quand on est supporter, on a le droit de... Supporter dont les équipes ne sont pas engagées, on a le droit de venir se prononcer sur la manière dont l'arbitre tient le match. Mais que non. Voilà. Parce que si, pour les élections, si vous n'êtes pas concerné, ce n'est pas à vous de venir dire que l'arbitre triche. Parce que les élections ne vous concernent, pardon, le match ne vous concerne pas. Maintenant, pour dire que est-ce que le procureur regarde dans un seul camp et qu'il ne sévit pas dans l'autre, mais en même temps, la loi
implique des mécanismes qui donnent un certain nombre de pouvoirs au procureur qui fait de lui cet agent de justice qui a ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. Et cela fait partie du rôle discrétionnaire qui revêt lui-même sa compétence, à savoir décider de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Il appartient à son parquet d'apprécier la situation des poursuites. Et donc, aujourd'hui, certaines procédures peuvent être plus lentes que d'autres, mais ça ne veut pas dire que le procureur n'a pas de regard là-dessus. Parce que dans les actes que nous posons, il faut déjà les catégoriser. Parce que la loi même catégorise les différents délits. Pour celui qui fait ce qu'on appelle un abus de confiance, n'a pas la même peine que celui qui appelle à une insurrection. Et donc, c'est comme ça que les délits qui sont menés de part et d'autre obéissent à un palier de responsabilité qui invite le procureur de saisir et de poursuivre. Et donc, de par le rôle qui lui est dévolu, il lui appartient à lui et à son parquet d'apprécier. Et donc, si on a l'impression que d'une part, il y a plus de célérité et d'autre part, on n'en voit pas, ça ne veut pas dire que le procureur ou son parquet n'est pas en train donc d'investiguer et de mener les actions qu'il faut. Jacob Ekissi, le procureur est dans son rôle. Oui, le procureur est dans son rôle. Nous sommes dans un État et le procureur est dans son rôle. Mais permettez-moi de revenir sur deux choses. La première chose concerne M. Anoma qui a parlé de l'instrumentalisation de la jeunesse. Moi, je suis tout le temps gêné quand on parle d'instrumentalisation de la jeunesse. À un moment donné, il faut pouvoir respecter l'engagement politique des jeunes. Quand des jeunes décident de sortir, il ne faut pas dire qu'ils ont été instrumentalisés. De façon responsable, les gens sont sortis. De façon responsable, les gens sont sortis. Effectivement, il y a l'appel qui motive. Mais vous n'allez pas dire que les jeunes sont instrumentalisés. Parce que quand vous le dites, moi j'ai toujours eu du mal à accepter cela. Parce qu'à un moment donné, il faut comprendre que la jeunesse, surtout en Côte d'Ivoire, elle a la possibilité de s'engager en politique. Et elle a le choix. Et pour revenir à la sécurité publique, moi j'estime que la sécurité publique est garantie par la démocratie. J'estime que la sécurité publique est garantie par le respect des tests. Si la loi est soumise à la démocratie, évidemment, on va garantir la sécurité publique. Mais si la loi échappe à la démocratie, il y a un problème. Je ne suis pas en train de dire qu'en Côte d'Ivoire, les lois ne sont pas légales. Désolé pour ce que je dis, mais je ne suis pas en train de dire en Côte d'Ivoire que les lois ne sont pas légales. Ce que je suis en train de dire, c'est que, premièrement, les jeunes, pour moi, dire qu'ils sont instrumentalisés, ça allait un peu trop loin. Parce que les gens se sont engagés en politique, il faut respecter leur engagement politique. Ça peut être une erreur. Qui a été pris dans les manifestations à Beauville. Lors de ses aveux, il a dit que lui-même ne sait pas comment il a fait pour se retrouver dans cette histoire dont il ne maîtrisait pas les tenants. Vous parlez des jeunes. Oui. Ça n'engage que lui. C'est étonnant d'entendre. C'est étonnant, vous savez, quand il y a la pression autour, vous pouvez dire tout et n'importe quoi. Mais c'est étonnant d'entendre un jeune, à moins qu'il soit mineur, peut-être ayant l'âge de 7 ans, 8 ans, je peux comprendre. Mais un jeune homme qui a 20 ans, 21 ans, 22 ans, ou 25 ans, 30 ans, quand il se met devant une caméra et puis vous dit qu'il a été instrumentalisé, vous croyez, M. Anoma? Je ne pense pas. Il y a des gens qui sont venus manifester, ils ne savaient pas qu'ils allaient être rejoints par des gens en armes. Ils ne savaient pas qu'il y avait des gens en armes qui étaient dans les brousses, qui allaient tendre des guet-apens à d'autres personnes. Mais à l'origine, le fait pour lui de sortir, est-ce que ce n'est pas une façon de manifester, de montrer et de pouvoir donc s'engager en politique? Le jeune dont vous parlez, qui a été rejoint, ça n'engage que vous, hein. Moi, je n'ai pas cette information. Le jeune dont vous parlez, qui a été rejoint par des hommes en âme, vous dites bien qu'il ne savait pas. Vous pensez que quand il quittait chez lui, il venait rencontrer une troupe armée pour manifester? Non. Si une fois, sur les lieux, il retrouve des hommes armés, est-ce que pour autant, vous allez marginaliser ce jeune-là en disant qu'il a été instrumentalisé? Non. C'est de façon responsable qu'il est sorti. Donc, cette question d'instrumentalisation, moi, je pense qu'il faut véritablement faire très attention à ça. Parce que c'est banalisé. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où les jeunes ont décidé de s'engager véritablement. Vous voyez tout ce qui est mouvement, vous voyez toute la puissance que cette jeunesse ivoirienne est en train de dégager sur les réseaux sociaux. Vous me direz certainement que c'est une plateforme de bavard, mais sur les réseaux sociaux, les gens ont envie de se présenter pour
pour être député dans leur... Oui, mais il faut dissocier l'engagement responsable démocratique de Qu'est-ce l'engagement que vous appelez l'engagement Merci. responsable? L'engagement responsable, Vous êtes en train encore une fois de Merci. plus. l'engagement responsable, c'est Vous pour êtes en train de Merci, banaliser. Arsène Anoma. Vous êtes en train Jacques de... Non, Alexis. je ne Merci. suis pas d'avis avec Merci bien, merci. Vous ne pouvez pas banaliser. Alors, L'engagement on va- responsable, c'est pour un Vous Jacques ne pouvez Alexis. pas banaliser cette Jacques- jeunesse-là. Il vous C'est de reste prendre 30 un secondes jeune rapidement pour terminer. pour aider à Merci, poser des Arsène actes Anoma. terroristes. Vous n'avez pas la parole. Ok. Allez-y rapidement. Ce 30 que je secondes. veux vous faire comprendre, M. Anoma, c'est que tel au PDCI, tel au RHDP, il y a des jeunes qui s'engagent en politique de cette façon-là, que ce soit avec ADCI, que ce soit avec le PPACI. Il y a des jeunes responsables et d'ailleurs les jeunes sont autant responsables que les jeunes qui sont... On ne parle pas de la Bien, même chose. en bien, fait. merci bien. Eric Dou, rapidement, vous, Oui, vous non, avez je- demandé la parole. si, On termine je voulais dire, en 40 secondes je- avant le chiffre du jour. Moi, ce qui me dérange en réalité dans cette affaire, j'ai bien expliqué au départ que je trouve que la procédure qui est actuellement à l'encontre de M. Djamana Pikas est tout à fait normale. Il savait très bien, je pense, lui-même à quoi il s'exposait quand il faisait ses mots d'ordre. Moi, je veux dire que ce n'est pas seulement le procureur qui regarde dans un sens uniquement qui me dérange. Moi, ce qui me dérange encore plus, c'est l'attitude des analystes. Nous sommes sur ce plateau, nous sommes 5. Je pense que M. Ekissi, je l'ai vu le démontrer, a été aussi choqué que moi du discours du président de la République. Ce n'est pas n'importe quel discours, ce n'est pas n'importe quel Ivoirien. C'est le premier des Ivoiriens. C'est quelqu'un qui est un père de famille, quelqu'un qui a vraiment de la prestance, qui a 15 ans de pouvoir, qui a une responsabilité. Ce qu'il a dit est grave. Mais sur ce plateau, si on fait un sondage, je ne pense pas qu'on atteigne plus de la moitié de ceux qui sont sur ce plateau qui ne seront pas d'accord. Et si on ramène ça... Je ne vous ai pas vu être offusqué lorsqu'on traitait les partisans Bien. du président de Moutou. Je termine. Donc, je voulais on va aller dire... rapidement parce Oui, qu'on a non, je terminé. vais très Allez-y. vite. Donc, je voulais dire que moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que quel que soit le sujet qu'on aborde aujourd'hui, les Ivoiriens sont divisés en deux. Et le sentiment que ça me donne, la conclusion que ça me donne, c'est que je pense que dans 5 ans, quand on aura fini ce 4e mandat, même si on entend que certains veulent pousser à aller à un 5e, le plus grand héritage que laissera Alassane Dramane Ouattara, ce sera d'avoir contribué à diviser si profondément et si durablement les Ivoiriens que même on n'arrive pas à trouver des consensus nationaux sur des questions simples. Je suis même persuadé que si on demandait aujourd'hui aux Ivoiriens quelle est la couleur du ciel, on ne serait pas d'accord. C'est pas Il y le aurait fait du président, c'est le fait de camp. l'opposition. Il y aura Merci. d'un côté les gens Alors, du RHDP bien. et de l'autre côté les Bien. gens de l'opposition. C'est pas normal. Allez-y rapidement, 30 secondes aussi. Oui, en fait, moi, je reste quoi et baba face au verbatim que les uns et les autres, sinon mes co-débatteurs d'en face, arrivent à pouvoir ventiler ou bien faire entendre. D'abord, quand M. Kissi dit que la loi échappe à la démocratie, pour moi, ça apparaît... Je ne vous ai pas dit que la loi échappe à la démocratie. Non, je l'ai vous noté. me permettez de Vous avez corriger, une sinon... minute seulement. Bon, Non, si moi, vous c'est me terminé. permettez- Non, Jacob, Non, mais ce s'il vous qu'il plaît. dit, c'est pas Non, ce que vous j'ai n'avez dit. pas la parole, effectivement. Voilà, pour dire mais que- il voulait juste voilà. rectifier, Non. mais vous précisez aussi qu'on n'a Oh, pas assez Il y, de temps. a cela, et quand il a parlé, bon, ça, je le lui concède, mais il a parlé d'instrumentalisation de la jeunesse. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il met dans ce vocable. Parce que quand on appelle un jeune à aller marcher, il y a le contexte qui appelle à la marche. Quand on dit aux jeunes, allez-y, bloquez les élections, bloquez ce braquage électoral, bloquez tout ce qu'il faut bloquer pour ne pas que ces élections aient lieu. Et on trouve des partisans qui adhèrent à un tel appel, c'est une instrumentalisation. Bien, merci. On vous a bien Ça, il faut que compris. vous le compreniez. C'est l'heure maintenant du chiffre Malheureusement, du je jour. voulais rebondir. Voilà, le chiffre du jour, c'est 4. Le PPACI de Laurent Gbagbo dénonce la félicitation adressée par Emmanuel Macron, président de la République française, à Alassane Ouattara pour son nouveau mandat qu'il juge anticonstitutionnel. Le PPACI parle bien sûr d'un 4e mandat. Le parti estime que cette attitude traduit une complaisance de la France envers le régime, un régime qu'il accuse de violation des libertés et des principes démocratiques. Voit-on dans le communiqué du parti. Commentaire Eric Bayala pour commencer. Oh, mais je pense qu'il ne faut pas être amnésique dans l'appréciation des postures de soutien. Parce qu'on se rappelle ici en 2000, quand il y a eu les élections présidentielles de 2000, le président Laurent Gbagbo, seul candidat face au général Robert Gueye, avait déjà même dit que le fait que les candidats, M. Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, ne soient pas candidats, tout ça, ce n'est pas par hasard. Et lorsque M. Gueye a tenté, entre griffes, de s'accrocher au pouvoir, il avait demandé à ses partisans de descendre dans la rue pour aller récupérer son pouvoir. Mais il a eu à son temps, parce que
le soutien de Lionel Jospin, qui était alors, qu'on appelle ça, Premier ministre. Mais pourtant, lui-même, M. Laurent Gbagbo a dit qu'il a été élu de façon calamiteuse. Mais donc, dans cette calamité électorale de laquelle il est sorti et il a revendiqué une légitimité, il n'a pas trouvé à redire lorsque M. Lionel Jospin lui a apporté son soutien pour qu'il puisse gouverner. Et aujourd'hui, comme l'histoire est un orphelin têtu, les contextes qui changent, mais qui ne sont pratiquement pas les mêmes, un État sérieux, après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, organe habilité à le faire, mais qu'en est-il? Pourquoi ce n'était-il pas plein du soutien des États-Unis? Pourquoi un communiqué spécifiquement sur la posture du président français? Pourtant, le président des États-Unis a envoyé une félicitation. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, en a fait de même, ainsi que l'Union africaine. Pourquoi se braquer exclusivement sur la posture de la France? Mais la France est un État sérieux qui respecte les institutions de chaque pays. Et tout le monde sait que le Conseil constitutionnel, qui est le juge des élections, qui s'est prononcé, a dit que le vainqueur des élections, c'est M. Alassane Ouattara. Et donc, c'était normal que la France lui apporte donc son soutien. Allez-y. Je dirais une seule phrase. La France est dans sa posture légendaire. C'est tout ce que j'ai. Bien. Éric Dohou. Les félicitations, c'est une tradition diplomatique. Hein. Ce n'est pas forcément ce qui est écrit, qui est pensé par ceux qui le disent. Deuxième chose, vraiment, je dis, il faut faire attention à nos camarades du RHDP. Vous avez une véritable obsession pour Laurent Gbagbo. C'est comme s'il est votre étalon de mesure. Pas parce que lui a mal fait les choses que vous devez faire exactement pareil. Vous confessez qu'il a mal fait. Ah, mais si vous posez la question, je vais vous répondre. Je voudrais terminer quelque chose. Ce qui a choqué, déjà, la CEDEAO, c'est que la plupart des félicitations qui sont données dans les mots, on a l'impression que notre élection s'est passée le mieux du monde, sans violence. Les mots même de la CEDEAO, c'était tellement choquant. Moi, personnellement, ça m'a blessé. Et pour terminer, je voudrais dire, moi, quand j'analyse un fait social ou un fait politique, j'ai un outil avec 3 branches. La moralité, la pertinence et la légalité. En termes de moralité, le 4e mandat, c'est 0%. En termes de pertinence, le 4e mandat, c'est 0%. La légalité encore, on peut toujours, parce qu'on sait comment, est-ce qu'on a dû faire des acrobaties d'interprétation juridique pour y arriver. Donc, que ce soit M. Macron, qui n'est pas un grand démocrate, M. Trump, qui est peut-être le pire même président des États-Unis, je ne sais pas pourquoi il faut être heureux des félicitations. C'est juste une tradition diplomatique et il n'y a pas de quoi être fier. Pour moi, l'opposition en général, le PPACI en particulier, ne sait pas où elle va. La preuve, même actuellement, sa ligne de conduite crée des frictions entre... Non, on ne parlera pas de sa ligne de conduite. Maintenant, ce que je vais dire, en fait, je ne sais pas pourquoi le PPACI est choqué. En 2000, comme l'a dit mon frère Bayala, nous savons tous que pour asseoir son pouvoir, le président Gbagbo, il a fallu qu'il s'appuie sur ses amis socialistes qui étaient là. Et même pour continuer, après, il a reconnu donner 2 millions d'euros au président Chirac pour faire sa campagne. Donc aujourd'hui, le fait de s'offusquer parce que la France a reconnu la victoire du président de la République, pour moi, c'est enfantin, quoi. J'estime qu'il ne faut même pas en parler. Bien, chers téléspectateurs, on marque une courte pause. On revient juste après. Dans quelques instants, nous allons parler de la retraite annoncée du président Laurent Gbagbo de la scène politique ivoirienne. Voilà, nous sommes de retour de la pub. Dans cette partie, il s'agit du retrait annoncé du président Laurent Gbagbo de la scène politique ivoirienne. Annonce faite sur un média étranger. Il n'y a pas de retraite en politique, mais je m'interdirai d'occuper des fonctions politiques à l'intérieur de mon parti comme dans l'État. J'en ai assez donné. Une annonce qui suscite autant de respect que d'interrogations sur l'avenir du PPACI et de l'opposition ivoirienne. Comment interpréter cette déclaration du président Laurent Gbagbo? Question adressée tout d'abord à Éric Dohou. Personnellement, la décision, je la vois arriver juste après une défaite, parce que c'est clairement une défaite, électorale déjà, parce que moi j'ai passé du temps, et c'est pour ça que j'étais de ceux qui voulaient que cette élection se tienne, parce que c'est important qu'on ait des chiffres pour pouvoir faire des vrais diagnostics sur l'état de la nation et sur la politique ivoirienne. Et les chiffres ne sont peut-être pas très précis. Moi, personnellement, j'ai mis le nez dedans, j'ai fait un peu d'analyse des données, donc je me suis mis à fond dedans. Pour vous donner l'information, hein, les taux de participation qui ont été calculés par la CEI, donc les taux intermédiaires, les taux des départements, des communes et des régions, il y a une petite faute. Elle est très légère, mais c'est quand même une faute. Et c'est dommage que la CEI, qui a des milliards de budget, ne soit pas capable de faire des simples calculs. Par contre, le taux de participation nationale, en se basant sur les chiffres
qu'a donné la CEI sont justes. Et ces chiffres montrent qu'Alassane Ouattara est aujourd'hui l'homme politique majoritaire en Côte d'Ivoire. 3 750 000 et quelques, je crois que c'est ça. Je veux dire, moi j'ai calculé, il faudrait un taux de participation supérieur à 90% pour que l'opposition, tous ensemble, ait une chance, avec ces chiffres-là, de battre Alassane Ouattara dans les urnes. Donc concrètement, c'est une défaite. Et si à la suite de cette défaite, à la fois dans les urnes, mais aussi défaite, je dirais, dans la mobilisation pour justement contrecarrer ce 4e mandat. Il faut rappeler que sur ce plateau, on l'avait dit à chaque fois que le PPACI, Laurent Gbagbo lui-même, avait dit dans des meetings, je me souviens qu'il avait dit par exemple que moi je n'étais pas là au moment du 3e mandat, mais maintenant je suis là. Ça a galvanisé les gens de son parti, ses sympathisants, les gens du Front commun ont été galvanisés en se disant Laurent Gbagbo a des solutions, il a des idées qui vont nous permettre de contrecarrer le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Ça n'a pas été fait. On a vu, aujourd'hui, beaucoup sont déçus, beaucoup sont même amers quand on pense à tous ceux qui ont perdu la vie et tous ceux qui sont allés en prison et qui ont des peines lourdes aujourd'hui. Je pense que ce retrait sonne à la fois comme une défaite, malheureusement, et comme une sortie ratée pour un homme qui a quand même... je dirais qu'il y a une place dans le cœur des Ivoiriens et sa sortie, je m'en étonne en tout cas. Bien. Eric Bayala, certains parlent, si cela se réalise bien sûr, d'une sortie par la grande porte. Et puis, est-ce que vous voyez un véritable adieu politique ou une mise en retrait symbolique? Bon, d'abord, dans un premier temps, moi je respecte la décision de l'homme parce que le président Laurent Gbagbo se révèle dans le landerneau politique depuis les années 1982. Avec la clandestinité, et puis en 2000, sinon en 90, sa première élection face au président Félix Houphouët-Boigny, on a un taux de participation de 60%. Et à ces élections, le président Laurent Gbagbo n'avait pas reconnu, j'allais dire, la voix des urnes, il avait contesté, il avait dit que malgré les 18% qu'on lui avait donnés, que le ministère de l'Intérieur, avec M. Hippo Lago à l'époque, avait prononcé, n'étaient pas les vrais chiffres. Ensuite, en 1995, il y a eu l'élection avec le président Henri Konan Bédié. Je pense qu'on était dans l'ordre de un peu plus de 50% également. Ces élections-là également, le président Laurent Gbagbo n'a pas reconnu véritablement les chiffres. On arrive donc en 2000. En 2000, lui-même, il est élu avec 37%. C'est-à-dire, depuis que la Côte d'Ivoire a connu le multipartisme, c'est l'élection du président Laurent Gbagbo qui a connu le plus mauvais taux de participation avec 37%. On arrive... En 2010, il y a un pic, on a autour de 81%. En 2015, on est toujours entre 50%, un peu plus de 50%. En 2020, un peu plus de 50%. En 2025. Donc, ça veut dire que le taux de participation des Ivoiriens aux élections depuis 1990, à l'avènement du multipartisme jusqu'à aujourd'hui, en 2025, se situe entre 50 et 60%. Et donc, quand on regarde, on analyse à froid, tous les opposants, d'abord, et le président Laurent Gbagbo lui-même, ont eu, aux élections auxquelles ils ont participé, ont eu un taux un peu plus au-dessus de la moyenne. Le président Laurent Gbagbo a été le seul président qui a été élu avec un taux de participation en deçà de la moyenne. Et donc, quand on apprécie ces éléments, c'est pour dire que c'est vrai, il a été un acteur politique de premier plan, mais n'a pas toujours eu l'adhésion des populations en termes de programme de gouvernement. Parce qu'il y a une nuance à faire entre la majorité affective à laquelle on reconnaît cela au président Laurent Gbagbo est différente de la majorité élective. En termes de majorité élective, cela reste à prouver. Et aujourd'hui, oui, je suis parfaitement d'accord avec, on appelle ça Éric Dohou, c'est que la Bible même dit, les Saintes Écritures disent que la fin de chaque chose vaut mieux que son commencement. L'entrée du président Laurent Gbagbo en politique en 1990, avec les premières élections face à Félix Houphouët-Boigny, l'estime et l'audace qu'il avait eue et la prégnance, j'allais dire, de l'appréciation de la posture politique de l'homme à cette année-là, a été étiolée et a même eu, j'allais dire, a connu des rides à l'usage du temps. Aujourd'hui, il engage un combat, il engage la bagarre contre le 4e mandat, mais aujourd'hui, quel est le bilan qu'il a fait depuis son retour à La Haye pour dire qu'il se retire? Je pense que le président Laurent Gbagbo peut-être a été un homme de pression et il veut se mettre maintenant à l'abri de toutes ces pressions-là pour se consacrer à sa famille. Parce que quand lui-même il dit
que dans ses déclarations précédentes, il a dit qu'il n'était plus en vie d'être président parce qu'il est venu à la politique pour montrer à la face du monde que l'enfant d'un pauvre pouvait être président de la République. Il a réussi cela, c'était un pari personnel, il l'a réussi. Mais en même temps, on comprend que cette volonté de pouvoir mettre en avant le fait que l'enfant d'un pauvre peut être président de la République n'est pas un programme de gouvernement. Ça ne peut pas amener un pays au développement. Ensuite, tout récemment, il dit « Zut !» Quand j'ai appris que le président Alassane Ouattara se préparait pour un autre mandat, je me suis dit, bon, moi aussi, j'allais être candidat pour qu'on sache véritablement qui de nous deux avait gagné en 2010. On comprend bien que ce n'est pas aussi un programme de gouvernement, c'était une manière de rebeloter. Donc, quand vous faites une analyse de contenu de tous ces discours, l'homme était dans une posture de populiste, mais n'avait rien dans la besace pour proposer aux Ivoiriens en termes de changement de leur contenu et de contrat social. Il prend donc la pleine mesure de tous ces actes et il estime qu'il est temps pour lui de se mettre en retrait. Lui-même l'a dit, ce n'est pas une retraite politique, mais c'est une cessation de responsabilité. Bien, bien, merci. Arsène Anoma, est-ce qu'on parlera d'une retraite stratégique pour Laurent Gbagbo? Pas stratégique, hein. Pour moi, j'estime que c'est une retraite qui s'impose à lui. Ça s'impose à lui, comme l'a dit mon frère Dehou, au vu du contexte dans lequel la présidentielle s'est tenue, des propos qu'il a eu à tenir avant qu'il n'y aurait pas élection, que le président Ouattara ne serait pas élu, tout. Finalement, l'élection a eu lieu, le président a été élu, bien élu. Il se rend compte qu'il a échoué. Il a échoué. Et moi, je suis quand même triste de voir qu'il se retire de la scène politique ivoirienne sur ce bilan-là. Parce que, quoi qu'on dise, le président Laurent Gbagbo a apporté quelque chose politiquement à la Côte d'Ivoire. Il a apporté quelque chose à la Côte d'Ivoire. Comme l'a dit mon frère Bayala, il était là depuis longtemps, sous Houphouët-Boigny. Il a été avec d'autres camarades de la gauche, comme les Adi Zaourou, Francis Vaudier et autres, pour l'avènement du multipartisme. Nous, tout jeunes, en 90, je me souviens qu'étant élève en 90, à l'ex-CG de Yopougon, nous avons marché pour l'instauration du multipartisme. Bien. Alors, vous dites qu'il a beaucoup apporté quelque chose. Est-ce que c'est aussi le moment de partir? C'est le moment de partir parce qu'il n'a pas le choix. Il faut reconnaître qu'à son retour de La Haye, il avait suscité beaucoup de, comment dire ça, beaucoup d'espoir chez ses partisans. Mais déjà, il y avait beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes. Déjà même, les premières images à son arrivée, les gens n'aiment pas qu'on en parle, mais il ne faut pas dissocier cette histoire politique du contexte familial. Déjà même sa séparation de son ex-épouse, qui a été vice-président de son parti, président du groupe parlementaire FPI de son parti, la façon humiliante dont il se sépare de la dame à l'aéroport a déjà froissé certains de ses militants. Ensuite, ces militants n'ont jamais compris sa position, sa stratégie. Il allait dans tous les sens. On avait l'impression qu'il réagissait au lieu d'avoir une ligne totalement déterminée. Comme le frère Bara a dit tout à l'heure, il décide de se présenter à la présidentielle parce que le président Ouattara y va pour rejouer le match de 2010. Alors qu'il aurait fallu aller à la présidentielle avec un programme, avec quelque chose à offrir aux Ivoiriens. Et comme moi je le dis très souvent, pour moi le président Laurent Gbagbo est un bon opposant, mais il n'est pas un bon président de la République, un bon gouvernant. Malheureusement, il tire sa résidence politique sur un échec et ça restera pour moi gravé sur son CV politique. Et c'est dommage. C'est dommage pour l'homme politique qu'il a été pour la Côte d'Ivoire. Il aurait dû anticiper, historien qu'il est, homme politique qu'il est, ayant combattu Houphouët-Boigny, savoir partir. Malheureusement, il part mal, il part sur un échec cuisant face au président Ouattara et c'est dommage pour lui et pour sa famille politique. Et je ne suis même pas convaincu que sa famille politique puisse se relever de ça parce qu'au sein du PPACI, il est le gourou, il est l'homme à tout faire. On aura l'occasion de revenir sur ce point dans quelques instants. Alors, Jacob Ekissi, Laurent Gbagbo sortira-t-il par la grande porte ou encore une autre question pour vous. Est-ce que cette décision marque la fin de celui qu'on a surnommé le Woody de Mama? Cette décision ne marque pas la fin du président. Je fais une image, je donne une image. Un père qui, dans sa vieillesse, ne tape plus ses enfants, ne crie plus sur ses enfants. Parce qu'il est affaibli. Est-ce pour autant, on dira de lui qu'il a démissionné ou qu'il ne sera plus le père? Je ne pense pas. Vous savez, ce n'est pas une retraite anticipée. Je pense que c'est le bon timing. On a un Laurent Gbagbo
qui est une figure emblématique du multipartisme. Son histoire et son parcours constituent un héritage important, à la fois pour ses partisans et pour plusieurs jeunes qui désirent donc faire la politique. On a un Laurent Gbagbo qui a plus de 30 ans dans l'opposition. On a un Laurent Gbagbo qui est revenu de la haie. Le président Laurent Gbagbo a une histoire qui parle en sa faveur. Il a dit tout à l'heure, c'est un bon opposant, mais ce n'est pas un bon président de la République. Je lui concède cela simplement parce qu'il a le droit de dire, il a le droit de penser, mais je ne suis pas d'avis. Pourquoi? Parce qu'on a eu un président qui a dirigé de 2002 à 2010. De 2000. De 2000 autant pour moi, de 2000 autant pour moi à 2010. Et il y avait cette rébellion qu'on connaît. Le président Laurent Gbagbo est le seul président, que ce soit par obligation ou pas, il a été le seul président qui a travaillé avec la plupart aujourd'hui des cadres du RHDP, du PDCI, du RHDP et du PDCI. Quand vous avez passé du temps en politique et que vous avez formé, vous avez montré le chemin, à un moment donné, après ce long parcours, décider donc d'aller à la retraite, c'est quelque chose de salutaire. Et je pense que c'est une leçon que le président de la République, donc le président Laurent Gbagbo, l'ex-président de la République, donne à ceux qui certainement sont de sa génération, comme pour dire, bon écoutez, à un moment donné, il faut qu'on laisse la place à la nouvelle génération. Donc je pense que c'est un bilan positif. On peut lui reprocher des choses, mais c'est un bilan positif. C'est un homme sociable et ce n'est pas moi qui le dis, certains de ses adversaires le disent haut et fort. Voilà, donc. Bien. Alors, prochaine question, Éric Dohou. Est-ce que le PPACI pourrait exister sans son fondateur? Oui, je pense que oui, bien évidemment. Ce sera un PPACI différent, puisque la tête donne justement la stratégie. Donc, ce sera un PPACI différent. Peut-être même justement que c'est une bonne chose pour le PPACI. Ça rendra le parti plus fort. Non, parce que, comme j'ai dit, le nouveau dirigeant va emmener le parti vers de nouvelles méthodes, vers une nouvelle stratégie. Et ça pourrait être justement la stratégie qui est porteuse. Donc, on ne sait pas. Ce que je sais en tout cas, c'est que son départ va laisser un vide dans le cœur des Ivoiriens et notamment dans le cœur de ceux qui l'ont combattu au RHDP, parce qu'ils n'auront plus un punching ball sur lequel taper tous les jours, parce qu'il y aura de nouvelles figures qui vont se mettre en avant. Moi, je pense que pour terminer, on l'a tous dit, la séquence nous blesse. Moi, personnellement, je n'ai pas compris le timing aussi de cette annonce qui se fait avant la présidentielle, en pleine, je dirais en pleine, j'aime pas le mot insurrection, je dirais en pleine révolte d'une partie des Ivoiriens qui se reconnaissent en lui, ou en tout cas qui pensent à lui comme quelqu'un qui aurait pu rediriger la Côte d'Ivoire encore. Donc les abandonner comme ça en plein vol, c'était vraiment bizarre. Et j'ai revu, ça m'a forcé à revoir toute la séquence avant d'arriver à la présidentielle, depuis justement sa sortie de la CPI, le couac à l'aéroport avec Simone Gbagbo. Moi, personnellement, je peux vous dire, j'ai rencontré des dames qui ont toujours été FPI, qui sont aujourd'hui PPACI, ou qui étaient PPACI, qui s'attendaient au retour de Laurent Gbagbo, et qui, en tant que femmes, ont été vraiment blessées du traitement qui a été réservé à Simone Gbagbo, à la fois à l'aéroport et par la suite, avec toutes ces batailles autour du nom qu'il fallait utiliser ou ne pas utiliser. Beaucoup, en tout cas, moi j'en ai vu qui m'ont dit très clairement, moi et Laurent Gbagbo, c'est fini là, parce que sur cette question-là, en tout cas, je ne me reconnais plus dans ce qu'il a été. Ensuite, il y a eu la mise en retrait de ses anciens camarades, depuis Charles Bégoudé jusqu'à Awa Domelo dernièrement. Dans la gestion de son parti, il y a eu aussi quelques couacs. Il y a surtout son refus de rassembler l'opposition. Il le disait même dans une déclaration qu'il n'est pas venu pour être le chef de file de l'opposition. Il y a son entêtement à se présenter à la présidentielle, alors que je pense qu'il y a, concrètement, sur ce plateau, on l'a dit, qu'il y avait un coup à jouer pour l'opposition. Malheureusement, cet entêtement a mené justement au boycott qui a fait partir à l'élection des opposants qui, on l'a vu avec les chiffres aujourd'hui, on peut le dire sans avoir peur de les insulter, ne valaient quasiment rien face au président Ouattara. Bien. Eric Bayala, ce retrait ouvre la voie à la compétition interne pour la succession. Oui, naturellement, mais vous savez qu'avec l'aura que le président Laurent Gbagbo a,
et sa prégnance sur son parti, c'est sûr que celui qui va prédestiner au PPACI, c'est celui pour lequel il aura donné sa caution morale. Et forcément, ça sera peut-être un successeur désigné. Voilà. Mais en même temps, il faut dire... C'est un congrès quand même. Oui, mais justement, on sait que comment les congrès, les congressistes sont choses qu'on appelle qui viennent pour participer, pour venir à cette élection-là. Bon, on attend de voir. Voilà, on attend de voir. Mais ce que je veux dire même déjà, c'est que quand vous prenez une entreprise qui marche bien, tous les lauriers sont à l'endroit du directeur général de cette entreprise. Pourtant, il y a beaucoup de chefs de service, il y a beaucoup d'employés qui se tapent tout le boulot. Et donc, quand vous regardez la force militante qu'a été le Front populaire ivoirien, du temps où on avait un certain Aboudraman Sangaré, feu qu'on appelle Bogadoudou, Akoun Laurent, vous avez qu'on appelle Afi Nguessan, Awa Domelo, vous avez Simone Yves Gbagbo. Vous voyez qu'à cette époque-là, on ressentait un certain dynamisme au sein du Front populaire ivoirien. Et puis après, il y a le schisme qui intervient. Il y a certains qui ont eu rendez-vous avec le destin de la mort, qui n'y sont plus. Et puis il y a certains, pour des problèmes idéologiques, se sont séparés. Mais quand Afi Nguessan d'abord s'en va, on voit déjà qu'il y a le FPI des modérés et puis ceux de Gbagbo ou rien. Et depuis, toutes les échéances électorales ont commencé à être boycottées. Or, l'objectif d'un parti politique, c'est d'aller à l'exercice des élections pour pouvoir l'emporter. Malheureusement, toutes les fois que les processus électoraux ont été boycottés par cette partie du Front populaire ivoirien, c'est clair que leurs militants ont perdu le réflexe électoral. Et donc ça, c'était déjà un gros handicap. Et puis après, il y a Simone Gbagbo qui s'en va, il y a Awa Domelo qui s'en va. Donc le Front populaire ivoirien... Awa Domelo n'est pas parti du PPACI. Awa Domelo a été déchargé de ses fonctions. Mais il demeure militant du PPACI. Mais on sait comment les partis politiques qu'on appelle fonctionnent. Bien, au sein des partis politiques, quand il y a un comité, comme il y a un comité central... Si vous avez une information, donnez-nous cette information. Oui, quand vous avez un comité central, par exemple, qui se tient, il faut être membre du comité central pour pouvoir participer à ces sessions-là et donner ses idées. Quand vous êtes militant de base, vous n'êtes pas appelé à participer au comité central. Vous demeurez militant du parti. Or, justement, c'est une éminente grise qui pouvait faire donc des propositions pour que le PPACI puisse prendre du poil de la bête. Malheureusement, il ne siégera plus au niveau de ces instances. Il y a également, comme Éric Dehoul l'a dit, parce qu'on ne peut pas dissocier l'histoire politique de M. Laurent Gbagbo d'avec celle de Simone Gbagbo. Et donc, aujourd'hui, elle est partie également avec une bonne frange qu'on appelle ça des militants qui étaient proches ou bien qui avaient la sympathie pour le PPACI ou bien pour le président Laurent Gbagbo. Avec les 2%. Voilà, donc elle est partie. Awa Domelo est venu, il est parti avec une autre partie. N'oubliez pas que M. Pascal Afi Nguessan a été celui-là qui a envoyé Laurent Gbagbo au pouvoir en sa qualité de directeur national de campagne du président Laurent Gbagbo. Lui également, il est parti. Bien. Et donc, vous parlez de personnalités comme Afi Nguessan qui n'a pas réussi à avoir le parrainage citoyen, Awa Domelo à la présidentielle qui n'a même pas pu avoir les 5%. En quoi cela pourrait avoir une répercussion sur le parti, même si Laurent Gbagbo quitte la direction du parti et avec la naissance ou l'arrivée de d'autres leaders? Non, le tout, c'est la posture et l'attitude que le parti présente aux Ivoiriens. M. Pascal Afi Nguessan est un vieil acteur politique. En 2000, il a eu le parrainage. Mais après, excusez-moi du terme, mais on a pu observer dans sa démarche ce qu'on pourrait appeler une prostitution idéologique. Parce qu'après, il s'allie avec le RHDP. Après, ça ne marche pas. Il fait ce qu'on appelle vote face. Pendant que ses amis avec lesquels ils avaient signé les conventions, ils sont restés. Après, il se rapproche du président Laurent Gbagbo pour lequel ils avaient eu vraiment un schisme criard. Et puis après, il se braque contre ses amis de la CAPSI. Et donc, cette errance politique n'a pas, qu'on appelle, milité en sa faveur. Et donc, il y a certains qui ne voyaient plus de lisibilité dans sa posture, se sont abstenus de lui donner leur parrainage. Et pour la conséquence, n'a pas pu parrainer. Le président Laurent Gbagbo s'en va. Mais quels sont les acteurs qui vont déjà prendre le devant de la scène? Est-ce que quand le président Laurent Gbagbo était là, quand vous regardez M. Assoa Adou, qui aujourd'hui, visiblement, n'avait pas de rôle important dans la gestion de l'affaire, vous regardez M. Hubert Oulaye qui, dans la première composition, était en première ligne, mais quand on a redéfini les responsabilités du PPACI, où le professeur Danon Didier est monté comme président du comité exécutif, tous les Hubert Oulaye se sont retrouvés en retrait. On ne voit même plus de façon matérielle. Après,
les élections régionales à Daloa, Stéphane Kipré, qui était bouillonnant, qui aujourd'hui s'est éteint comme une bougie. Et puis bon, il y a eu un certain nombre de compétences aujourd'hui au niveau du PPACI qui ne sont plus, comment on appelle ça, en première ligne. Le président Laurent Gbagbo s'en va. Il va falloir donc faire la passe à une nouvelle figure. Mais cette figure-là, est-ce qu'elle pourra avoir l'adhésion ou bien la cohésion au sein du PPACI pour pouvoir conduire... C'est la question que je vais poser à Arsène Anoma, qui peut incarner la relève crédible au sein du PPACI après le départ de Laurent Gbagbo. Oui, mais comme l'a dit mon frère Bayala, je pense que dans nos partis politiques en Afrique, la relève ne se fait pas au hasard. Et lorsque le président Gbagbo décide de partir, je sais qu'implicitement, il sait déjà à qui il va transmettre, il va laisser le parti, même si cela... Bien, mais là, il s'agit de vous, votre lecture. Oui, moi, ma lecture... Des personnalités comme Stéphane Kipré, en qui beaucoup de jeunes se reconnaissent. Le fait de voir l'influence actuelle de son épouse actuelle sur le parti, ses déclarations, de voir le fait que Blé Goudé a été écarté, tous ceux, je peux dire, qui étaient dans la clandestinité, qui ont fait monter le parti, aujourd'hui sont écartés. Pour moi, je pense que celui à qui le parti sera laissé, ce sera Stéphane Kipré. Je pense, au risque de me tromper, je pense que c'est celui qui rentre dans les plans de celle qui, pour moi, gère le parti actuellement en sous-main, qui est son épouse. Et selon ce que les gens disent... Elle a aussi le charisme pour diriger le PPACI. Oui, mais par rapport à Simone Gbagbo, elle n'a aucun CV politique. Elle n'a jamais été élue, rien, voilà. Donc, c'est vrai, elle est une femme d'affaires. On a Tidjane Thiam qui n'a jamais été élu également, mais qui dirige le PPACI et le PDCI-RDA. Voilà, donc pour moi, le parti, au risque de me tromper, et nous attendons de voir, mais à moins d'un changement. Et puis, vous remarquerez que le vice-président du PPACI, Stéphane Kipré, ne rue pas dans les brancards, il ne prend pas de position. Dans tout ce qui a été fait comme appel à la désobéissance, appel à l'insurrection, il est resté dans son coin. Pour moi, il est en train de se donner une statue de successeur propre qui puisse reprendre le parti sans avoir quelque chose à se reprocher de façon judiciaire et autres. Donc, quand j'analyse, pour moi, c'est le successeur désigné et c'est à lui que le parti sera laissé pour que, in fine, celle dont il est plus proche puisse aussi continuer à gérer le parti. Parce que je pense aussi qu'elle se rêve un destin comme Simone Gbagbo, parce que cette rivalité-là, conjugale, va à dépeindre sur une rivalité politique. Mais pour moi, comme on le dit tout à l'heure, certains l'ont dit, est-ce que le fait que ceux qui sont partis, comme Simone Gbagbo, Don Melo, n'ont pas eu de bons scores à la présidentielle, est-ce qu'ils enlèvent quelque chose? Mais vous vous souvenez de la sortie de Simone Gbagbo après la présidentielle? Elle a clairement accusé la stratégie de l'opposition d'avoir enlevé des voix à eux qui étaient dans la course. Et il faut le reconnaître, dans des zones qui pouvaient être considérées comme zones acquises au PPACI, à l'opposition ou autres, ou bien des zones où ils avaient beaucoup de militants, en général, dans ces zones-là, il y a eu des choses. Et si ces personnes-là avaient voté, certainement que le score de l'opposition, ou bien même si l'opposition avait décidé d'y aller franchement, comme peut-être le souhaitait M. Dou, si l'opposition avait décidé de participer à ces élections-là de façon ouverte, sincère, certainement qu'ils auraient eu de meilleurs scores. Alors, Jacob Kissi, est-ce que ce départ annoncé de Laurent Gbagbo pourrait apaiser les tensions internes dans son parti ou au contraire les réveiller? Je ne pense pas. Je le dis parce que on a vu le président avec Laurent le PDCI-RDA après le décès tragique du président. Effectivement, avec l'aura du président Laurent Gbagbo, on pourrait penser à cela. Mais il ne faut pas aller trop vite en besogne. Parce que quand même, dans ce parti, il y a encore le professeur Sébastien Dano-Djedje, il y en a encore des anciens, des militants de première heure et qui certainement seront là pour être les piliers. Et je dis relativement à la piliers ont existé aussi au PDCI-RDA. Oui, mais le PDCI-RDA n'est pas le PPACI. Le PPACI, permettez-moi de dire que c'était parti très jeune. Même si c'est vrai qu'on tire l'histoire du PPACI, donc du FPI, mais le PPACI était parti très jeune. Donc quand on regarde la date de création, tout ça. Et celui qui sera désigné, donc celui qui sera désigné par le Congrès, pour moi, il devra constituer le pont entre cette génération des premières heures et cette nouvelle génération. Quand je dis cette génération des premières heures, on a cité
Belmel, le professeur Sébastien Dano Didier, tout ça. Et cette nouvelle génération, comme tout à l'heure, il a parlé de Stéphane Kipré. Donc, c'est quelqu'un qui doit pouvoir concilier à la fois la génération ancienne, la génération Gbagbo, et la nouvelle génération qui a adoubé le président Laurent Gbagbo depuis la haie. Quand on prend des noms comme, rappelez-moi son nom là, Steve Biko, il fait partie de cette nouvelle génération. Quand on prend des gens comme Last, Stéphane Kipré. Voilà, quand on prend Blaise Last, c'est effectivement cette nouvelle génération. Il peut arriver que Laura étouffe les compétents, mais Laura ne peut pas tuer les compétents. Et je pense qu'après le départ du président Laurent Gbagbo, le PPACI pourra vivre. Si et seulement si le PPACI décide de se réinventer. Parce que nous sommes en 2025, nous ne sommes pas en 1990. Oui, le multipartisme, ça a été un acquis. Les élections en 2000, avec le président Laurent Gbagbo qui a été élu, ça a été un acquis. Mais aujourd'hui, la politique nationale est dans une nouvelle dynamique. Vous avez RHDP qui a eu 15 ans et qui part pour 20 ans et qui a eu des bastions qui n'existaient pas avant à son actif. Et aujourd'hui, le combat du PPACI, c'est de gagner à nouveau tous ces bastions qui ont été perdus. La question qu'il faut se poser, et c'est de là que va partir soit la vie ou la mort du PPACI. Est-ce que le PPACI ira aux législatives? C'est une question très importante. C'est une question. Je crois bien que demain, nous pourrions avoir la réponse demain. Voilà, et ça sera déterminant pour la suite. Mais connaissant, non pas par expérience, parce que je ne suis pas proche du président Laurent Gbagbo, mais à observer, je pense, et ça c'est mon avis, c'est très personnel, que le PPACI va aller aux législatives. Parce que je sais le président Laurent Gbagbo très stratège. C'est vrai, on n'a pas l'impression que ça sera la décision, mais je pense que le PPACI va aller aux législatives. Donc on attend de voir, mais soyons rassurés, des crises peuvent arriver au sein des partis politiques. Ça ne détermine pas la fin du parti politique en question. Éric Dohou, est-ce que pour vous, la préparation de la succession de Laurent Gbagbo se fait-elle de manière ordonnée ou improvisée avec ce départ annoncé, ce départ inattendu? Pour le moment, je n'ai encore rien vu de ce qui s'apparentera à une guerre de succession ou pas. Bon, je veux déjà finir au moins cette émission en disant que il faut reconnaître à Laurent Gbagbo d'avoir impacté la vie de la Côte d'Ivoire. Il a le droit de prendre du repos. C'est un homme âgé. Il a suffisamment bataillé. Je pense qu'il lègue à ses successeurs le devoir justement d'assumer l'héritage qu'il a mis des années à construire. Et on va, je pense, assister à cette bataille. J'espère qu'elle va être la plus civilisée possible. Il y aura sûrement une guerre des clans comme il y en a dans tous les partis qui sont gérés par une figure charismatique et hégémonique. J'espère simplement que ça va se faire de la bonne manière, pour donner un bon signal. Est-ce qu'il ne laissera pas aussi un vide de leadership au sein de l'opposition politique ivoirienne? Je ne pense pas, parce que je crois que ce qui va se passer... Avec des leaders qui sont à peu près égaux? Non, je pense qu'à la limite, on a malheureusement perdu le président Bédié. Le président Gbagbo part à la retraite. C'est vrai qu'on dit retraite, mais il sera toujours impliqué dans les décisions de son parti. Il ne restera que le président Ouattara. Je pense qu'on est en train d'y aller forcément. Voilà, donc je pense que ceux qui vont venir, c'est à eux de faire ce travail-là, parce que ceux qui sont partis ont largement fait. Bien. Arsène Anoma, est-ce qu'on peut parler d'une opposition qui pourrait être orpheline ou encore responsabilisée après ce départ? Non, moi je ne pense pas, parce que comme l'a dit mon frère Éric Dohou, le président Gbagbo a toujours dit qu'il n'avait pas pour vocation à rassembler l'opposition autour de lui. Donc le fait qu'il parte, l'opposition même déjà a compris qu'elle ne pouvait pas retrouver en Laurent Gbagbo la personne qui a mené la gauche comme en 1990. Donc l'opposition même a pris ses responsabilités. Vous voyez que son ancien lieutenant Domelo est parti, il a candidaté, Simon a candidaté, Blé Goudé aussi aurait candidaté si la loi le lui permettait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de ces anciens combattants de lutte ont décidé de prendre l'autonomie. Et si on suit la logique, je pense qu'Awa Domelo certainement va s'émanciper du PPACI. Donc pour moi, l'opposition ne sera pas orpheline. Au contraire, ça peut créer des velléités, ça peut envoyer des personnes à prendre leur destin en main et décider de s'engager eux-mêmes en politique. Parce qu'en fait, nos partis politiques, la personnalité du leader est tellement écrasante que ça empêche
l'émulation de compétences. Mais en partant, ça va libérer des compétences et le parti vivra cette des crises parce que la manière dont les partis sont gérés, lorsque le leader part, on l'a vu au PDC avec la prise de pouvoir de Bédier, lorsque le leader part sans avoir préparé sa succession de façon brute, ça crée tous des problèmes. Mais là, au moins, le PPACI a la chance que son président parte en étant en vie. Donc, je me dis qu'il aura le temps de structurer son parti et de laisser son parti en ordre. Et d'autant plus qu'il ne prendra pas sa retraite de façon définitive. Bien. Il va rester à l'arrière-plan pour gérer les choses. Mais est-ce que cela pourrait susciter aussi la récomposition du paysage politique ivoirien? Oui, moi je pense que le paysage politique va se recomposer parce que comme l'a dit Frère Dohou, nous sommes à la fin d'un cycle. Le président Bédier est décédé, paix à son âme, le président Gbagbo prendra sa retraite politique, même s'il est forcé, parce que s'il avait été élu, il ne serait pas parti. Le président Ouattara, constitutionnellement, c'est son dernier mandat. Et il y a l'âge aussi, il a 84 ans. J'estime que lui aussi, il aspire à se reposer, à profiter de ses enfants. Donc, pour moi, nous sommes à la fin d'un cycle. Il y a une nouvelle classe politique ivoirienne qui va se mettre On termine avec Eric Bayala. Est-ce que vous voyez à travers cette information un appel au renouveau ou une manière de dire à vous de jouer? Oh, mais il faut... déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en politique, il n'y a pas de paste. Même si on doit avoir un héritier putatif, il faut qu'il ait fait ses humanités, il faut qu'il ait fait ses classes pour que le successeur, ou bien, j'allais dire, le président qui part, puisse l'avoir à l'œil, de sorte à ce qu'on ait un transfert de compétences ou bien de responsabilité. C'est vrai que le président Laurent Gbagbo, un homme futé, est en train de partir. Et je pense que s'il a pris la peine de l'annoncer de façon solennelle, c'est parce que déjà, il a dû prendre un certain nombre de dispositions avant de venir annoncer de façon solennelle son départ. Mais il a même dit qu'il partira après les législatives. Donc, voilà. Donc, je pense que cela veut dire clairement que le PPACI va participer aux législatives. Parce que la vitalité d'un parti politique ne se mesure que par sa participation aux élections. Il n'y a pas une autre manière de jauger de la vitalité d'un parti. Et s'ils ne vont pas aux élections et que la transition va se faire, la transition, j'allais dire successorale qui se fera pour qu'on ait un nouveau président, sans qu'ils aient des outils de gestion au niveau du pouvoir législatif, ça sera difficile pour la survie du PPACI. Bien, merci. Eric Bayala, carton rouge. Voilà, nous sommes dans le carton rouge. Premier carton avec Jacob Ekissi. Alors, pendant les élections, donc le samedi 25 octobre, j'ai constaté quelque chose qui m'a vraiment dérangé. C'est que les bureaux de vote, qui étaient des salles de classe pour la plupart, certaines salles de classe étaient délabrées. Ça m'a dérangé parce qu'on a dit ici qu'on a créé plusieurs écoles. Une chose est de créer des écoles, mais l'entretien, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Parce que dans ces écoles, surtout ces écoles primaires, ce sont les enfants qui fréquentent dans ces écoles-là. Donc, je voulais inviter, que ce soit les COGES et comme l'État aussi, à faire beaucoup plus attention par rapport à la maintenance et à l'entretien des salles, mais également des chaises, des bancs, tout ça. Bien. Eric Bayala, carton rouge. Mon carton rouge, c'est à l'endroit de l'opposition pour dire qu'après la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel, c'est la fin du processus électoral pour les élections présidentielles. Le Conseil constitutionnel l'a ouvert en donnant ceux qui étaient habilités à être candidats à ces élections. Ils viennent de clore donc le processus en annonçant celui qui a gagné. Je pense qu'il y a un autre chapitre électoral qui s'ouvre, qui est celui des législatives. J'invite donc l'opposition à pouvoir s'orienter vers ces nouvelles joutes électorales et de laisser passer tout ce qui est passé et qui s'en va avec le temps pour se prémunir d'un certain nombre de dispositions pour embrasser ce qui vient et qui arrive, qui sont les législatives. Cela participera au dynamisme de notre démocratie parce qu'à un moment donné, il faut s'avouer vaincu, faire le bilan, son introspection et pour pouvoir se projeter. Et la meilleure projection politique qui arrive pour l'opposition, ce sont les législatives. Éric Dohou, votre carton rouge.
Alors, s'il dit que la transhumance des électeurs est punie par le code électoral, à l'article 9, alinéa 6.7, l'alinéa 6 parle de peines de prison qui vont jusqu'à 1 an et d'amendes qui vont jusqu'à 1 million. Et l'alinéa 7 parle de radiation de l'électeur de la liste. Mais ce qui m'agace aujourd'hui, et mon carton rouge, c'est aux militants et sympathisants du RHDP que j'ai vu sur les réseaux sociaux demander à ce que certains hommes politiques de leur parti, qui manifestement n'appartiennent pas aux listes électorales de ces zones-là, soient mis en mission de manière urgente et in extremis, au vu des résultats décevants des présidentielles dans ces zones-là, soient mis en mission par le président de la République pour représenter leur parti aux législatives. Je veux leur rappeler que la loi, c'est la loi. Donc, il ne faut pas que, parce que leur parti ou le régime au pouvoir utilise la loi parfois au vu de ses intérêts, qu'eux aussi considèrent que la loi n'est plus importante pour désigner les candidats qui vont aux législatives. Bien, merci. On termine avec vous. Bon, moi, mon carton rouge, c'est à l'endroit des personnes, généralement sur les réseaux sociaux, qui refusent l'expression de la différence de pensée. Nous avons vu après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, il y a des personnes, je peux dire des personnes assez célèbres, comme, je ne sais pas si c'est Kony Touré ou Kadi, elles sont deux. Elles ont félicité le président de la République sur les pages et il y a eu une levée de boucliers de certains internautes qui n'étaient vraiment pas contents du fait que ces personnes-là félicitent le président de la République. Moi, je trouve cela assez dommage. Assez dommage. Il faut accepter la liberté d'expression, il faut accepter le droit d'opinion. Ce n'est pas parce que tu ne soutiens pas un candidat que lorsque quelqu'un d'autre soutient un candidat, le félicite, tu vas t'en offusquer. Et puis, en plus, le président de la République, il est élu, il est le président de tous les Ivoiriens, il n'est pas le président d'un seul groupe d'Ivoiriens. Donc, il faut passer à autre chose. Si certains Ivoiriens le félicitent, il faut accepter cela et puis ne pas arriver dans les brancards. Bien, merci Arsène Anoma, Eric Bayala, Eric Dou également. Et puis, Jacob Ekissi, merci à vous aussi, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous demain à 19h30 pour un autre numéro d'Entre deux News. D'ici là, que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.